Salut à toi, internaute lambda. Long time no see, comme on dit. Loin des yeux, près du cœur. Ça fait longtemps que je voulais sortir cet épisode. Malheureusement, j'ai pas pu le faire avant parce que la vie a fait que, voilà, j'ai pas pu prendre le temps. Je le fais maintenant. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'un, si tu ne le connais pas déjà, et si tu le connais déjà, peut-être que tu vas découvrir des choses que tu ne connais pas, de Olivier Huldry, patron War Machine, d'un magasin qui s'appelle Lead Music, que j'adore, que ça fait aussi comme The Works très très longtemps que je vais là-bas. Si je me souviens bien, ça va faire presque une vingtaine d'années maintenant. On en parle d'ailleurs, je crois, pendant l'interview. Vous allez voir. Donc, sans vous prendre plus de temps, je vous fais une petite introduction. Lead Music est un magasin spécialisé, non pas comme Works, sur plein de sortes d'instruments de musique, mais uniquement sur tout ce qui est autour de la guitare et la basse, et les amplis, les pédales, tout ce que vous voulez qui tourne autour de la guitare. Et je dois dire que c'est un très très grand monsieur ici dans la ville de Genève, internationale ville de Genève. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est aussi un très très grand musicien. Et si vous allez vous surfer sur Internet, vous regarderez Olivier Huldry. Il joue dans les Long John Brothers, excellent groupe de bluegrass ici à Genève. Et il a fait partie de plein d'autres groupes. Il joue aussi dans Pale Mail. Mais c'est vraiment un artiste que j'apprécie beaucoup, extraordinairement doué. À qui je piquerais bien 2-3 licks de temps en temps, parce que sous ses mains, il y a de l'or. Donc, sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'interview que j'ai fait de lui, l'entretien qu'on a fait il y a quelques mois déjà, maintenant. Et puis, je vous retrouve derrière. Comment t'as commencé, toi? Pourquoi la guitare? Pourquoi pas un autre instrument? Comment ça... Écoute, j'ai commencé par le piano, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, Intéressant. ouais. C'était, voilà, a priori, je sais pas, ça avait l'air d'être normal dans la famille de faire de la musique et que l'instrument de musique soit le piano. Donc on a au moins évité le tambour, la trompette, tous ces trucs. Le violon. Ouais, le violon, ouais. Mais bon, bref, oui, donc voilà, il y avait des copains qui effectivement se tapaient de la trompette ou des trucs affreux. Moi, au moins, le piano, c'était cool parce que je m'identifiais à des choses que j'écoutais et que mes parents écoutaient en fait, puis voilà, qui sont devenus des trucs que j'écoutais. Je sais pas, Joe Cocker, Supertramp, enfin ce genre de choses, Jethro Tull. Et puis petit à petit, évidemment, avec les autres choses que les parents écoutaient, Dire Straits, Queen, Genesis, plein d'autres choses, c'est clair qu'au bout d'un moment, la guitare s'est un petit peu imposée. C'est-à-dire, elle s'est imposée par mon choix un petit peu, tout d'un coup, une oreille. Tu dis tiens, c'est quoi ce truc? Puis pourquoi le mec il est debout? Pourquoi il est devant? Ça a l'air cool, en fait. Plus scène et compagnie. Et puis juste avant que je quitte que je quitte le Valais en fait. Ah, donc t'habitais en Valais? Ouais, j'étais en Valais. D'accord. Né à Genève, mais j'étais en Valais, j'étais chez mon père en Valais. Et puis juste avant que je quitte le Valais, mon père a acheté une guitare. Okay. Et puis c'est vrai que tout d'un coup là, c'était un peu la découverte. Alors je l'avais sur les genoux, j'étais incapable de jouer normalement. Enfin, je trouvais difficile à tenir, à porter. J'avais, je sais pas, 12 ans et demi, 13 ans. Et puis quand je suis parti à Genève, on avait ma mère avait un piano à la maison, mais évidemment pour moi c'était réglé. Ouais, et puis avec l'avènement de la découverte du métal, du heavy metal, c'était fini quoi. Ah ouais. Piano. Donc voilà, j'écoute toujours Supertramp, je suis toujours un grand fan, mais je sais plus jouer de piano. Ouais. Donc j'ai gardé des trucs évidemment de cet apprentissage, mais j'ai tout de suite switché sur la guitare. Et t'as appris en autodidacte ou bien t'as pris des cours ou bien comment t'as un peu des deux? D'oreille. Voilà, alors là, moi j'ai une théorie, hein, évidemment, sur les cours, sur on va dire un cursus. Faut que ça plaise l'élève. Faut que l'apprenti soit intéressé par ce que le maître va dispenser comme cours, comme théorie ou autre. Donc moi, avec mes t-shirts d'Iron Maiden, je me suis retrouvé dans une petite école qui était peut-être a priori chouette, mais on avait une guitare classique, donc on avait un repose-pied et la guitare sur l'autre jambe, enfin bref. Et c'était catastrophique. Et c'était encore des cours mixtes à tous les niveaux. C'était mixte et mixte enfin mélangé dans les niveaux. Donc on était 3 élèves, il y avait un autre métalleux avec moi, et puis il y avait une jeune fille qui jouait depuis quelques années qui nous défonçait la tronche. Donc évidemment le prof était intéressé par les performances de cette jeune élève, et puis nous on avait 45 minutes d'ennui total. Ouais. On attendait en fait que ça se passe, alors il nous donnait des devoirs. C'était voilà, il n'y a pas moyen. Donc c'est vrai que j'ai fait quelques mois de cours comme ça. Ici à Genève? Ouais, à Genève, ouais. Je vais pas forcément citer l'école, mais le prof avait l'air chouette, hein, a priori, il est toujours là, mais juste, ça calait pas.
Ouais, Donc mes parents, enfin ma mère surtout avec son cursus classique, elle a envisagé que la guitare devait s'apprendre de manière sur la classique. guitare classique. Ouais. Ce que moi je ne promeux absolument pas, évidemment. Mais voilà. Et puis quelques mois, tout le monde s'est rendu compte que ça convenait pas, que c'était nul. Et puis après, j'ai fait 2 années à l'école, à l'ETM. Mais c'était pas du tout l'ETM actuel. C'était quand même très c'était différent. Voilà, c'était peut-être un petit peu plus libre dans le sens où vraiment c'était les profs qui faisaient le cours. Il n'y avait pas de cursus. Oui, il y avait une félicitation à la fin de l'année lorsque tu avais fini ton année. Mais c'était vraiment le prof qui, bah, si le prof était bon, je pense que ça devait aller. Pas forcément dire du mien qu'il était bon. Il jouait bien, mais c'était vraiment un pédagogue de merde. Ouais. Voilà, il nous vendait du matériel pendant les cours. Il nous disait que tout ce qu'on avait dans les mains avait appartenu à Jimi Hendrix, Larry Carlton, Steve Lukather. Ouais. Donc on a eu les guitares de Jimi Hendrix, Larry Carlton, Steve Lukather dans les mains. Et c'était que du bullshit. Tout, Jeff Beck, ouais, tu vois le numéro derrière, c'est son numéro de téléphone. Tout, la totale. Un mythomane à ce Un moment-là. mytho. Ouais. C'est dingue. Oui, là, de nouveau, enfin tu me dis, mais voilà, un mytho, un vrai mytho. Incroyable. Ouais, il y a eu des procès. Ouais, quand même. Ouais, il y a que... Oui, moi alors on se connaît, hein, on s'est retrouvés avec des anciens élèves qui se sont fait escroquer par lui. autrement, voilà, plus violemment. Et puis ça a fini au prud'homme, enfin bref. Il a disparu de la circulation. Moi j'ai pris 2 ans de cours avec lui à l'ETM. Et puis quelques mois de cours chez lui, puis là mes parents ont tiré la prise parce que voilà, il fallait tirer la prise en fait. Ah oui, ils ont senti qu'il fallait. Oui, et lui, t'as appris quand même des trucs, il t'a quand même... Oui, il m'a appris en fait à apprendre moi-même. Ouais. Et alors, je dirais pas de la pierre, je n'ai pas forcément de grief ni rien, parce que moi je m'en suis bien sorti. Ouais. Il m'a pas eu, on n'avait pas forcément les moyens de se faire avoir ni rien, mais voilà, on était un petit peu consciencieux, mais j'avais pas le recul pour me dire, mais non, c'est pas parce que c'est marqué Larry Carlton sur cette Valley Arts qu'elle a appartenu à Larry Carlton. Mais lui, il mélangeait tout. Ouais. C'est plus facile de dire, t'as vu, c'est la guitare de Larry Carlton, que de dire, oui, c'est le modèle signature Larry Carlton. Ouais. Donc, mais il l'a vendu 14 000 francs, cette guitare, par exemple. Ouais, celle-là. Et le PM m'a pas vu venir le truc, quoi. Je sais pas, je veux pas dire, je sais. Ouais, enfin bref. Je sais pas. Ok, donc c'est là où il y avait cette liberté, c'est-à-dire c'était vraiment le prof qui faisait dispensait son cours, et puis lui, il était dans le truc moderne, vraiment guitare, on apprenait le tapping, mais finalement sur 45 minutes de cours, on discutait 25 minutes, il nous parlait de son matériel 10 minutes, puis donc ah ouais tiens, alors fais-moi ce truc, cet exercice, puis voilà. Ouais. Puis donc on bossait à la maison, moi je bossais à la maison. Ouais. Ouais. Donc j'ai appris à apprendre en fait. D'oreilles et tout ça, D'oreilles, et puis alors il nous avait évidemment parlé de l'existence des publications américaines, tu vois, c'est vrai qu'il fallait aller dans les kiosques à l'époque pour choper des partitions. Ouais. Ou alors dans les magasins, mais tu payes tes partitions quand même suffisamment cher pour que c'est clair. À 15-16 ans tu allais dans les kiosques en fait. Et là c'était en quelle année C'était 88. 89 probablement, parce que j'ai fait ces 6 mois de cours avec en 88, la guitare classique. Et puis ça devait être 89. J'ai dû faire 89 et 90 avec ce prof. Et puis après, voilà. Plus jamais de cours. Ouais. Tout seul. Ouais. Non, parce qu'on peut le dire, si les gens ne le savent pas, ils le verront peut-être sur ma chaîne, le Maître Electric, c'est une bête. C'est une... Ah ouais, tiens. C'est vrai, c'est un excellent guitariste. Moi, je me souviens quand tu as débarqué là, ça fait quoi, 20 ans? Exactement. Tiens, oui, on est au mois de juin 2022. Enfin, si, voilà, tu nous dis s'il y a une... Ah ouais, c'est ça. Temporelle. Mais ouais, c'était en juin 2002 que j'ai ouvert ici, ouais. Ouais, donc c'était dingue, puisque... Moi, je débarquais là, je crois que t'étais le seul qui pouvait avoir les Ivex, les Acarivex, là. Ah ouais, juste, ouais. Et puis moi, j'étais encore dans ma période où je pouvais être fan de quelque chose. Je ne suis plus maintenant. Et j'étais fan de Muse, donc j'étais fan de forcément cet effet-là, et je le voulais absolument. Puis toi, bon, des coups, on en a pu en avoir plein, en fait. C'était cool. Que j'ai encore. Elles étaient toutes différentes. Ouais, elles étaient toutes différentes à l'époque. Et ouais, je me souviens déjà qu'à l'époque, tu touchais déjà excellemment bien. Donc j'imagine que maintenant, c'est encore pire, quoi, si tu continues à jouer. Je sais pas. Ouais, bon, c'est toujours des trucs quand tu dévies de quelque chose que tu travailles, puis c'est tellement large, les instruments à cordes, enfin, mais c'est pas une guitare ou autre chose. Ouais, là, c'est temps, quand je reprends une guitare, je sens que c'est rouillé, enfin, voilà, je dépoussière. Ouais. Il y a toujours un moment où il faut dépoussiérer. Ouais, ça fait mal. Moi, j'ai repris le piano, là, parce que demain, j'ai un concert avec mon batteur de mon deuxième groupe, il y a 15 ans.
puis on va refaire des morceaux pour le 40 ans de sa femme qui nous a jamais vus sur scène. Puis j'étais là, ah ouais, ça dure 15 ans, Le groupe, c'était... Wipeout. Ah ouais, non, je me souviens pas. Ouais, ça a duré quoi, 7-8 ans ce Ouais. groupe-là. On a fait 2 albums. C'était bien, quoi, mais comme tous les groupes, évidemment, ça s'arrête, quoi. Sauf des Rolling Stones, peut-être. Et encore. On verra. On verra. Qui devait jouer aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ma nièce et mon petit neveu devaient y aller, mais j'étais tout déçu. Il a chopé le Covid, Mick Jagger. Bon, ils verront peut-être les Mick, si tu nous vois, remets-toi bien. Et donc, alors après, tout s'est un peu formé et changé chez toi. Enfin, t'as aussi, là, parce qu'on est au milieu d'un shop. Comment c'est devenu quelque chose chez toi, ce fait de devenir shop owner, vendeur, guitare, etc. Enfin, ouais, peut-être un échappatoire. Ouais. Ouais, c'est bon, enfin voilà, ça paraît comme ça, genre, qu'est-ce qu'il a foutu en fait. Mais oui, moi c'est vrai que mes parents attendaient de moi que je fasse des études. Universitaire et tout ça. Oui, ouais, probablement, tu vois. Enfin oui, a priori. Et c'est vrai que pendant un petit moment, c'était un peu un espèce de sujet où moi je pense que je devais bien scotomiser. Donc voilà, je faisais ce qu'il fallait, j'étais au collège, mais en fait j'avais pas envie. Donc sans forcément bosser, ça passait. Et puis au bout d'un moment, vraiment, je me suis dit, je suis en train de pas forcément perdre ma vie, mais je suis vraiment en train de rater un truc. Faut que j'essaye. Et puis vraiment du jour au lendemain, j'ai décidé de pas retourner au cours et puis d'aller toquer à la porte d'un magasin qui était a priori qui était parce que il me semble que là maintenant il a fermé, mais et bon bref, c'est Music Store. Ouais, au quartier des Paquis. Ouais. Et puis voilà, j'ai été me présenter devant la ville. Moi j'avais croisé une fois une année ou 2 ans avant, mais tu vois, peut-être un petit peu plus quand même que ça, peut-être 3-4 ans avant. On s'était croisé une fois. Donc je savais que ce gars tenait ce magasin dans les Paquis. Et puis voilà, puis je suis allé là-bas, puis c'est marrant, c'est pas un haut fait un petit peu de mon parcours, mais typiquement voilà, j'y suis allé bluff. Alors quand bien même j'étais fan de matériel, on prenait tous les prospectus avec un copain, on se faisait des classeurs, on les rangeait par ordre alphabétique, par année. C'est quand même bien, c'est quand même un sacré travail. Voilà, moi c'est vrai que j'avais plein de prospectus et de catalogues de ces marques d'époque. Donc j'avais l'impression de pouvoir quand même arriver au-devant d'un gars qui tient un magasin de musique et puis lui dire, écoute, manifestement t'es seul dans ce grand magasin, t'as besoin d'un vendeur, je suis le meilleur, on va pas chercher plus loin, on se connaissait pas. Mais voilà, j'ai juste dit je suis le meilleur. Et puis je sais pas si ça l'a amusé, interloqué, ou s'il s'est dit tiens, pourquoi pas lui, mais il m'a dit écoute, en fait toutes les semaines on me demande. J'ai bien assez de jeunes, de clients, de gars qui sont à droite à gauche, qui me demandent la même chose. Tu peux venir quand? Bien. Bon, écoute, pour l'instant, je sais que je peux venir les mercredis et les samedis sans forcément que ce soit la guerre à la maison. J'ai un ou deux trucs à régler avant de pouvoir te dire que je viens tous les jours. Et puis en fait, petit à petit, c'est vrai que de nouveau, hein, j'ai un peu mis ça de côté, je n'aime pas parler à la maison. Et puis petit à petit, mes mercredis, mes samedis se sont transformés en semaine complète. Donc on a eu un relevé tout d'un coup de trimestre où j'avais je sais plus combien de centaines d'heures d'absence. Puis voilà, puis moi je passais pas l'information de l'inquiétude des professeurs ou de la doyenne à mes parents. Puis un jour, je leur ai dit, mais en fait, je travaille dans un magasin de son de musique. J'ai pas forcément de contrat, c'était vraiment à la fraîche. Mais voilà. T'avais quel âge là 18. Ouais, juste 18. Ouais, j'avais une moto, 18. Et puis voilà, puis on a commencé comme ça. C'était en 90, toute fin 92 ou tout début 93. Ok. Puis vraiment du jour au lendemain, je me suis retrouvé, du jour au lendemain, pas tout à fait, mais sur une très courte période, je me suis retrouvé dans ce magasin. Et puis évidemment, hein, je lui dois beaucoup à Nabil dans le sens où très rapidement il m'a laissé les clés de son commerce. Très rapidement par son rythme. Voilà, moi je me retrouvais à ouvrir mon magasin, à me retrouver seul devant les clients. Donc c'est clair que tu te sors les pouces des fesses, quoi, en fait. C'est là que t'apprends le métier, quoi. Bien sûr, puis là c'est quand même toi, tu peux pas forcément te protéger derrière quelqu'un en disant attends, moi je suis juste employé, je connais rien. Le patron, j'en sais rien, voilà. Ça a été formateur pour toi, quoi. Formateur. Puis oui, alors c'est un peu le truc que tu parlais d'apprendre par toi-même, en fait. Tout en autodidacte. C'est ton parcours de vie, il est comme ça. Avec le recul, t'as été ton propre prof, en fait. Ouais, avec le recul, oui. Oui, puis aussi, après, ce sont les gens qui te donnent cette possibilité. Parce que c'est vrai que si
Si t'as un employeur qui est H24 sur tes épaules, qui suit tout, qui délègue rien, qui te laisse rien faire, bon, ben, au bout d'un moment, Ah ouais, c'est clair. les clients vont remarquer ça, hein, forcément. Tu vois, à la limite, t'as le gars qui va les aider à porter mon ampli et à le mettre dans le coffre de la voiture. Ouais. Mais ils vont jamais te demander ce que tu penses du matériel. Ils vont forcément chercher le patron. Mais c'est clair, c'est clair. Ou a priori celui qui pour eux est celui qui connaît. Ouais. Mais très rapidement, effectivement, ouais, la question se posait plus en fait. Et puis voilà, ça, je lui suis redevable de ça, de vraiment avoir laissé, de m'avoir laissé en fait enfin quasiment son magasin quoi. T'as fait 10 ans là-bas, non? Presque. Ouais, presque. Ouais, quasiment, ouais. Ouais. Puis en 2002, on s'est fâché une dernière fois. Enfin voilà, sans détail. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que je me suis fait virer vraiment dans la minute, tu vois. C'est vraiment, c'est parti en couille fort et très vite. Et puis. T'avais pas déjà dans l'idée toi d'aller. Non, non, ok, ah d'accord, ok, ça je savais pas. D'accord. Non, ça. D'ailleurs, quand j'ai ouvert, parce que tout s'est passé très rapidement. Là, bon, là, j'ai eu du bol. Évidemment, moi, je me suis fait virer en mars, fin mars. J'ai pris quelques semaines pour réfléchir. On avait un week-end de prévu avec des amis. Je sais plus, il devait y avoir vacances de Pâques. Il y avait un truc. Ouais. Enfin bref. Quand je suis rentré de cette dernière journée de travail qui a été brutalement terminée, il y avait des messages en fait sur mon répondeur téléphonique. Il y avait un ami Yves qui s'occupait de backstage music et puis il avait des artistes. Il y avait Sarah Wheeler, il y avait qui est-ce qu'il avait? Je veux pas dire de bêtises sur les groupes qu'il avait. Il y avait peut-être les Mother Kingdom, il y avait peut-être 2 ou 3 trucs. Ouais. Et puis les Cranky Jam. Enfin voilà. Et puis en fait, il voulait m'engager pour jouer enfin tenir la guitare pour cet artiste là, pour Sarah. Elle avait quelques semaines de concerts en début d'été en Suisse, et puis de nouveau 1 ou 2 semaines en fin d'été. Donc là, je m'étais dit, ok, tiens, cool, voilà, ça me remplit quelques semaines. Ouais, évidemment, je vais dire oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, Est-ce que je me lance là-dedans? Est-ce que ce gars va pouvoir me brancher sur d'autres groupes? Est-ce que je suis typiquement sideman? Ouais. Ce que je faisais déjà un petit peu, ou est-ce que je continue ce que j'ai envie de faire, puisque a priori je sais faire? Et puis j'ai réfléchi 3 minutes devant mon répondeur téléphonique. C'était genre 15h45, un truc comme ça. Oui, alors je me souviens très bien parce que je me précipite sur mon scoot. Je fonce au registre du commerce. Il fermait à 16h. J'arrive à 15h55. La nana, elle avait déjà sa veste. Enfin, ouais. Et vraiment, je l'embêtais. Puis j'arrive, pardon, juste, je peux enregistrer une nouvelle entité, enfin voilà, une nouvelle société en nom propre. Et d'accord, ok, vous avez le nom? Oui, Lead Music. Comme ça. Ouais, sur le scooter, j'y pensais. Je me disais magasin, Music Store, musique. M, ouais. Avant, L, ok, lead leader, lead guitare, lead machin. Et puis voilà, c'est un nom qui claque, c'est un nom qui coule. Ouais, alors moi je suis content de ce nom. Super ce nom. Il y a un lead music en Argentine là depuis quelques années. Ah ouais. Voilà, alors forcément, mais il y a un lead guitare à Paris. Alors moi j'avais l'impression qu'ils étaient arrivés après moi, mais en fait non. A priori c'est à peu près dans la même période. J'avais pensé à lead guitare, mais typiquement non. Ouais. Au début je voulais pas. Tu voulais pas focaliser que la guitare. Ouais. Bêtement des basses. Hein. Et donc le jour, non ça c'est le jour même. C'est le jour même. Ouais, le jour même. Ah ouais. J'ai d'abord été faire un constat d'agression pour la petite anecdote. Ah ouais. Quand même. Après je suis rentré chez moi, j'ai écouté ce répondeur, enfin ce message. Et puis je me suis dit ok, je rappellerai Yves plus tard. Et puis vraiment me dire ok, pas perdre une minute. Enfin, je me suis dit c'est là-dedans que. Ouais, j'étais pressé. Ouais. Mais vraiment le lundi, le jour même de release du commerce, j'ai enregistré les musiques. Et puis genre dans la semaine, j'avais le logo. J'ai retrouvé des dessins là d'ailleurs. J'ai retrouvé des dessins récemment. Les premiers logos. Les logos quoi. En fait, le logo, c'est toujours. On voit plus. On va le voir. Je le mettrai. Il y avait une vitrine. Ouais. Il y a au mur. Ouais. Mais voilà, ouais, ça c'était en 2002. Et puis évidemment, parallèlement à ça, il y avait des groupes dans lesquels je jouais. Ouais. Alors il y avait Sarah Wheeler. Il y avait une chanteuse américaine de country qui s'appelait toujours Jennifer Watherly. C'était des Américains qui étaient installés en Suisse. Donc eux, on avait régulièrement les saisons. En fait, on avait 3 concerts dans l'hiver et on avait, 20, 30 dates en été. Donc vraiment, je me disais, ok, cet été, ça va être, je vais avoir des concerts, cool, ça va me permettre de mettre un petit peu de sous et puis de voir ce qu'il faut investir pour une arcade commerciale, pour un nom en fait. Et ça a toujours été cette arcade-là? Ouais. Ça a jamais changé, hein, ça a toujours été. Et j'ai eu les clés le 31 mai,
et j'ai eu le bail le 1er juin 2002. Ouais. Et d'ailleurs, cette année 2022, le 31 mai, avec Jérémy, on a vidé le magasin parce qu'on avait des travaux. Et le 1er juin, on s'est retrouvé sur des échelles en train de peindre Là-haut, ouais. et je disais, mais attends, c'est 20 ans, jour pour jour. C'est le soir. Ouais. Vraiment, à 20 ans près, le 1er juin, j'avais des bidons j'avais une connaissance qui avait son papa avait une structure de peinture, là, au Charmy. Et le 1er juin, il me livrait des bidons. D'orange Pantone 44 et de blanc. Orange Pantone 44. Ouais. Donc voilà, bref. Et ça a démarré sur les chapeaux de roue ou bien comment ça s'est passé? Oui, écoute, de nouveau, à mon bénéfice, effectivement, mon ancien employeur a été très lent à la réaction. Enfin, c'est-à-dire, voilà, ça s'est passé brutalement en mars. Et puis lui, à partir de là, il a complètement délaissé le magasin de guitare. Mes anciens collègues au magasin qui étaient affiliés à la sono, à la batterie, ils y comprenaient que dalle, en fait, à la guitare. Donc les clients, très très rapidement, en fait, me téléphonaient. Nous, c'était le balbutiement des téléphones portables pas trop chers, donc j'avais un téléphone portable déjà à l'époque. Mais voilà, je me retrouvais avec des clients qui me téléphonaient en me disant où est ma guitare? Je sais pas. Je te dépatouille, mais en même temps, tu me fais rendre service à mon ancien employeur qui m'a sauté dessus, donc quand même te dire, voilà, c'est pour toi que je rends service. Puis quand les collègues m'appelaient, je leur disais un peu la même chose, genre ouais, et évidemment, je vais pas te laisser embêter avec ce client devant toi. Donc voilà, mais au bout d'un moment, donne mon numéro au client et puis en fait le transfert s'est fait comme ça. Ok. Et c'est vrai que mon ancien employeur s'est vraiment concentré. En plus, c'était le début de la saison des festivals et compagnie, des concerts d'été. Donc, il s'est vraiment concentré sur le backline, sur la sono. Donc, le magasin de guitare restait fermé, en fait. Donc, les clients arrivaient devant porte close à 15h20, téléphonaient, et puis très rapidement, ils se retrouvaient avec mon téléphone. Et moi, avant même d'avoir l'arcade, entre mi-avril et quasiment le mois de juillet, en fait, quand j'ai vraiment pu ouvrir ici, je dépatouillais les clients, tu vois, je me débrouillais. Et c'est là aussi où c'était assez incroyable, de nouveau, hein, pour rendre à Nabil ce que je lui dois, c'est qu'il m'avait tellement laissé le contrôle, en fait. Oui, que finalement, t'étais devenu indispensable. Alors, exactement. Et surtout, quand il m'a viré, je me suis retrouvé avec des distributeurs, des marques, hein, des producteurs de matériel, qui me disaient, mais attends, Olivier, qui t'a viré? Je comprends pas. Je dis, le patron. Mais il pensait que c'était toi. C'est qui le patron? Ouais, c'est qui le patron? C'est celui qui paye les factures. Ah, c'est pas le même nom, mais on n'a jamais compris. Ouais. Donc en fait, tous ces gens-là, avant même que j'ai un registre de carnet d'adresse, voilà, j'avais le carnet d'adresse évidemment, mais avant même d'avoir un numéro de TVA, d'être dans la légalité avec les documents que je faisais, moi c'est ce que je disais à tous les clients, je disais voilà, je te fais une facture maintenant, mais dès que j'ai mon numéro de registre de commerce, dès que j'ai mon numéro de TVA, je te refais une facture correctement. Donc malgré ça, tous les distributeurs, mais tous sans exception, m'ont fait confiance. Et ils me livraient du matériel alors qu'ils n'auraient pas dû forcément me facturer quoi que ce soit. J'avais pas de numéro de registre de commerce ou de TVA. Tu vois, ça a quand même mis quelques semaines. Quoi. Donc c'est vrai que sacrée aventure, ouais, ou aventure sacrée, je sais pas. Oui, ouais. Puis j'ai vraiment eu du bol, voilà, pour tout en fait. Enfin vis-à-vis de ça, très rapidement, moi je cherchais des arcades. Ouais. Et puis en tournant dans la ville en scooter, voilà, tu vois des arcades, tu te renseignes. Il y avait des pas de porte à l'époque, c'était monstrueux. Ouais. Le plus petit pas de porte qu'on m'ait demandé, c'était 32 000 francs. Le plus élevé, c'était 300 000 francs. Donc tu entends ces chiffres, t'as la même. Comment je vais faire? En fait, je ne comprends pas pourquoi il y a un pas de porte. Autrement, je vous donne pas l'arcade à vous. J'ai des dossiers comme ça partout. Ça passe même pas par la régie, en fait. Ouais, non, c'est vraiment le propriétaire d'une arcade. Ouais. Voilà, c'était le locataire de l'arcade qui la rendait à qui. Donc voilà, ils voulaient tous évidemment rendre leur stock, leur inventaire, leur commerce, avoir un pas de porte, genre tout est fait, les étals sont là, la marchandise est là. Donc magasin de guitare, ça commençait mal, tu vois. Ouais. Et puis, on était déjà 14, en fait, à ce moment-là, à Genève. Il y avait 14 commerces. Ouais, de guitare. Ouais. De guitare, de instruments de musique, ouais. Ouais.
Ouais. Et puis, en passant devant cette arcade, il y avait il y avait de l'électroménager dedans, mais vraiment, ça paraissait en fin de vie, tu vois. Ouais. C'était affreux. Ça appartenait à Schaffner. Schaffner, c'était une quincaillerie qui était de l'autre côté, sur la rue Voltaire. Donc dans le même immeuble, mais ça donnait sur l'autre rue. Et puis j'ai été les voir en leur demandant si cette arcade, ils s'apprêtaient à la rendre. Ouais, t'es disponible. Et puis effectivement, ils devaient la rendre, mais genre pour la fin de l'année. Et puis voilà, puis ils m'ont fait un arrangement pour que je puisse avoir l'arcade au mois de juin en fait. Donc vraiment voilà, j'ai été viré le 22 mars. J'ai commencé à chercher en mi-avril parce que voilà, on avait des répertoires, j'avais des répertoires à apprendre. Et puis en juin, j'avais l'arcade en fait. Ouais. Donc c'était rapide. Ouais, c'est rapide, ouais. Ouais. Et tout était prêt. Tout était prêt. L'office de cautionnement, enfin bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer ton commerce en fait. Ouais, ouais. Donc Et t'avais déjà quelqu'un qui travaillait avec toi ou t'es Non. démarré tout seul? non, j'ai fait 5 ans et demi seul. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que quand j'avais des concerts ou des soundchecks, ben je fermais. Je mettais une petite affichette sur Ouais, la porte. bien désolé. Voilà, j'avais pas trop de scrupules. Je me disais, c'est un magasin de musique. Ouais. Les clients Ils vous comprendront. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est sûr. Voilà. C'est un peu, c'est pas forcément cool, mais évidemment, voilà, je devais faire comme ça. Je faisais Mais oui, comme ça. oui, ça. Puis on jouait pas mal, ouais, on jouait beaucoup. Ouais. Là, il y avait pas mal de groupes. Ouais. Ça doit être formateur aussi, hein. Oui, oui. Plein de groupes différents, plein de répertoires, Ah ouais, il fallait. plein de gammes, de trucs, de sons différents. Ouais, puis ouais, il y avait des beaux trucs, quoi. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai que la question s'était posée un tout petit moment de savoir si je faisais que de la musique, sideman ou autre, tu vois, Ouais. enfin artiste, ou si au bout d'un moment, au contraire, tu te dis, c'était pas une question de sécurité, mais c'était vraiment une question aussi de passion. Ouais. Le même genre de passion, mais peut-être dans quelque chose que je considérais comme quand même un petit peu plus safe, peut-être plus évolutif. Oui, c'est clair. Voilà. Après, je peux pas dire que l'avenir m'a donné raison parce que on a des difficultés dans tous les domaines, tu vois, Mais oui, c'est sûr. mais c'est pas les mêmes difficultés, je trouve, quand même. Non. C'est sûr que c'est un filet plus stable qu'une artiste ou musicien qui tourne, quoi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Sauf si, bah, je sais pas, ouais. Mais même. Mais même, comme tu dis, ça dure un temps, puis après ça s'arrête. Nous, tu vois, par exemple, cette artiste américaine, Jennifer, enfin, vraiment, sur l'été, ça allait bien. C'était des gros festivals, c'était des bonnes dates, à droite à gauche, en Europe, en avion, ce que tu veux. Enfin, le truc où tu dis, ah, cool, là, j'ai mis le pied dans quelque chose. Puis du jour au lendemain, il rentre aux États-Unis. Donc du jour au lendemain, c'est fini. Bah ouais. C'est réellement fini. Ouais. Et puis, c'est pas les autres groupes de country qu'on côtoyait qui tout d'un coup se disent, ah tiens, le guitariste, il jouait bien. C'est bon, il y a plein de guitaristes qui jouent bien. Ouais. Ils ont les leurs, ils les avaient, tu vois. Donc non, moi j'ai pas été, on m'a pas redemandé dans une autre structure équivalente. J'avais pas du tout mis le pied dans le domaine. Ouais. Voilà, t'as juste une opportunité qui a duré quelques années, qui était chouette, et vraiment du jour au lendemain, il rentre. Donc voilà. Ouais. Et l'envie d'avoir un truc comme tu disais un peu plus à toi, ou solo, ou quelque chose ouais, c'est ton projet. Ça tu l'as fait ou non, jamais. Non, jamais fait. Essayé une ou deux fois et puis non, tu vois, c'est une combinaison en fait évidemment de compétences. Et puis il y a pas que des compétences artistiques. Tu dois avoir une compétence humaine, sociale, une compétence un petit peu quand même de chef, intéresser les musiciens qui interviennent, toi, bien sûr. Ouais. les tenir. Il n'y a pas que de l'intéressement. Au bout d'un moment, il faut quand même tout d'un coup. Et puis c'est vrai que d'avoir été sideman très longtemps et de voir comment doivent des fois se comporter le leader, voilà, tu te dis juste, ok, non, ça je peux pas faire. T'as pas envie. Non. Ouais, mais il y a des. Ouais. Non, c'est nimbé d'inquiétude, c'est nimbé de ce que peut-être les intervenants vont pouvoir prendre pour de la mauvaise foi. Ouais, ils sont dans une sacrée pédagogie, quoi. C'est difficile. Moi, il y a des gens que je trouvais pas du tout égocentriques ou ayant la grosse tête, et puis j'entendais de mon entourage, la grosse tête. Ah bon? Ouais, c'est fou, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi. Je ne trouve pas. Je ne souhaite pas. Plein de gens disaient le contraire. Donc tu dis, ok, on a peut-être une perception parce qu'on est dans le local avec eux, parce qu'on partage, parce que finalement on est content d'être sur la scène avec eux. Ou que la personne aussi te donne une impression à toi qu'elle n'a pas forcément donnée à d'autres.
Ah, en l'occurrence, c'est exactement ça. Des expériences, des manières de parler qui sont pas les mêmes. Sur les interviews, sur les interventions, sur le discours entre les morceaux. Toi, tu dis cool, c'est normal, je le ferai pas, je serais pas capable de parler comme ça dans un micro, de l'invite. Et puis tout d'un coup, tu sors de scène, puis t'as tes amis, ta famille qui fait, tu peux, t'as vu ce qu'il a dit. Bon, ça me paraissait pas du tout être grosse tête ou de se prendre pour quelqu'un. Ouais, c'est vrai, quand on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte. Mais voilà, c'est ce qu'il faut être en fait quand t'es artiste. Donc, j'ai pas du tout l'impression que j'aurais pu. Et puis, je regrette pas forcément. Enfin voilà, j'aurais peut-être pu faire mes disques plus tôt, bien avant, puis je l'ai pas fait. Donc, voilà. Et là, ton activité maintenant, c'est les Long John Brothers, c'est ça? Ouais, particulièrement. Il y a Pale Mail aussi. Ouais, juste, absolument. Ouais, il y a ces deux projets. Actuellement, il y a vraiment ces deux projets. Donc, les Long John. Là, est-ce qu'il y a un leader dans les Long John ou bien vous êtes tous les têtes? Pas forcément. Ouais. Tiens, on est, comment est-ce qu'on va dire? 2,5, 3, je sais pas. Non, finalement, ça se goupille assez bien, ça se partage assez bien. Parce qu'en fait, il y a des influences. Maintenant, on commence à composer. Enfin, ça fait 4 ans que vraiment on s'est dit qu'il fallait composer. Ouais. C'est du bluegrass, donc le répertoire est gigantesque. Donc t'as vite fait en fait de pouvoir faire ta vie à jouer le répertoire, on va dire traditionnel, classique ou autre, des standards. C'était pas forcément standard pour les gens ici, mais c'est clair qu'aux États-Unis, suivant quel morceau tu poses sur une setlist, les gens vont juste faire genre encore. Voilà. Puis toi ici, t'as l'impression que t'as dégoté un truc, tu vois. Mais d'où l'envie effectivement commune de composer. Et puis là, c'est vrai que c'est assez chouette parce que chacun amène ses idées, ses compos. On a même plus souvent en fait à amener vraiment des compos finis. Donc chacun sait ce que les autres intervenants vont jouer. À peu de choses près, peut-être voilà jusqu'à certains solos. Mais autrement vraiment tout est prêt. Intéressant. Donc on se retrouve avec les compos. D'ailleurs sur les disques, on signe chacun individuellement nos compos. Ça c'est chouette. Ouais, je pense que c'est chouette. Après, ça peut peut-être. Si c'est clair entre ces inconvénients, hein, forcément. C'est clair entre vous. Mais oui, j'ai l'impression effectivement que tout le monde est fier de ses compos. Et on se dit juste, ben voilà, on a nos bébés respectifs. Elles sont assez identitaires. Tu peux quand même. Enfin, moi je trouve, c'est flagrant, mais c'est parce que je suis dedans, donc on baigne dedans. Mais je trouve quand même. À l'écoute, assez rapidement, je pense que les mélomanes vont se dire, ah tiens, ça c'est la patte de tel et tel, ah tiens, ça c'est la patte d'un tel. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes 4, c'est ça? Ouais, on est 4. Ouais, on a commencé, c'était un petit peu plus complexe en fait. On sortait d'une autre formation qui avait été initiée par Jean-Michel et par Sylvain, qui s'appelait les Paydays. Et puis dans les Paydays, il y avait plus d'intervenants, je crois qu'ils étaient 7, mais là j'ai peut-être une bêtise, 6 ou 7. Et puis, à un moment donné, Jean-Michel est parti aux États-Unis pour vivre 1 an et demi ou 2 ans. Là, les Paydays m'ont demandé de venir et de tenir la mandoline. Je me suis attelé à cette tâche qui m'a un petit peu flingué les coudes. Je me suis fait des tendinites. Des tendinites après quelques répètes. Donc, on a un peu posé le truc. Et puis, c'est laissé comme ça. Voilà, c'est resté comme ça un petit peu en dilettante. Lorsque Jean-Michel est revenu, là, j'ai pris le dobro. Et puis la formation est restée les Paydays quelques semaines. Je crois qu'on a fait un concert sous ce nom-là. Et puis en fait après on est parti sur les Long John. On était 5 à ce moment-là. Et puis il y a eu un changement de bassiste. Mathias a laissé sa place à Sylvain Vermino. Et puis après Mathieu a laissé le banjo. Et puis là moi j'ai repris le banjo en même temps que le dobro. Ça c'était. C'est pas mal, l'un à l'autre. Ouais. Dobro et banjo dans celui-là. Et puis là, on a les 4. C'est cool. Et puis la formation, c'est la même depuis, Et Pale Mail, du coup, c'est tout autre chose. Ouais, Pale Mail, c'est très différent, oui. C'est folk, comment dire, mon Dieu, j'espère que pas de bêtises, mais c'est plutôt folk pop, nimbé de rock. Mais c'est clair qu'il y a quand même vraiment une idée très folk électrique. Donc là, moi, je suis vraiment à la guitare électrique. J'ai aussi un lap steel, enfin, je garde le lap steel. Et puis une guitare hawaïenne. Puis je tourne avec ces 3 instruments là-dedans. Et ouais, ça c'est chouette, c'est très chouette. C'est des compos de Fantin Moreno. Donc c'est vraiment son projet solo. Lui, c'est le leader, c'est Pale Mail en fait. Et puis c'est une autre structure, tu vois. Il y a batterie, chœur, clavier.
basse, Guitare. il y a des synthés, Ouais. il y a de temps en temps des Il sons. fait aussi de la guitare. Ouais, il fait aussi de la guitare, il joue bien. Et c'est rigolo parce qu'il joue, il prend une guitare droitier puis il la retourne. Donc Ah ouais. il joue vraiment à l'envers en fait. Ouais, comme Pas les mêmes absolument, ouais. Il a pas les mêmes accords que nous, Albert King, Henry Cales. Enfin, donc c'est vrai que moi, quand je prends sa guitare, je me retrouve avec une guitare de gaucher où je m'y retrouve. Mais lui, voilà, il peut te jouer sur n'importe quelle guitare de droitier, il la retourne simplement, mais il te fera un mi comme t'as jamais vu forcément. Très bien, c'est impressionnant. Donc il a un autre son en fait. Il y a vraiment des sonorités qui sont super intéressantes. Où toi, tu reprends ces accords puis tu dis merde, j'ai pas ton timbre. Et évidemment, tu commences par taper la grosse corde. Lui, il tape la petite corde. Ouais, il tape la donc c'est super intéressant, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Excellent. Moi, je finis toujours les interviews que je fais avec 2 questions. Si t'avais pu, ou si tu pouvais, c'est genre la question, le concert de tes rêves, ou avoir rencontré un artiste de tes rêves, celui que t'aurais voulu voir, ou celui avec qui t'aurais voulu collaborer, ou au concert que t'aurais voulu jouer. Tu peux en dire plusieurs si tu veux, hein. Ouais. Je suis un intervenant qui m'a dit genre 15, m'expliquer. C'est embêtant, ouais. Là, c'est un all-star band. Ouais, mais c'était chouette parce que lui, il est revenu bien en arrière dans l'histoire de la musique. Il allait loin. Loin. Alors, Jean-Sébastien Bach, même avant, même des néo-platoniciens, taper la discussion avec Socrate, etc. C'était très intéressant. Si toi, t'avais justement quelqu'un, ou alors que t'as peut-être vu ou que t'aurais voulu voir, un concert de rêve ou quelque chose que t'aurais voulu jouer et partager la scène avec. Ça aurait été écoute, Knopfler, Mark Knopfler, Dire Street. Ok. Maintenant, c'est vrai que c'est... Tu les as pas vus quand ils sont venus à Lausanne? Mais non, parce que j'étais parti un petit peu n'importe comment du Valais et de chez mon père. Ouais. Et donc lui, il est allé avec ma frangine. Non. Et puis voilà. Celui-là, t'aurais voulu y aller. Oui. Ouais, clair. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'imaginait pas que c'était la dernière tournée, tu vois. Moi, c'était pas... Alors oui, j'avais pas conscience que c'était un groupe aussi vieux, mine de rien, tu vois. Ouais, non, c'est vrai qu'on pouvait pas faire ça demain. Mais ouais, cette tournée, en plus, ouais, elle était monstrueuse, ouais. Mais bon, voilà, oui, je pense, Dire Straits, ouais, Knopfler. Voilà, ça reste moderne. Ah oui, mais ça reste quand même un pilier, un panthéon de cette musique rock, qu'on a pu apprécier, qu'on apprécie tous, quoi. Ouais, clair. Excellent, Knopfler. Et la dernière question que je pose, c'est une question qui rejoint un peu ce que je te disais au tout début, un peu plus sur le côté ésotérisme un peu de la musique et tout ça. Est-ce que tu as eu une expérience ou est-ce que tu penses, toi, qu'on a une âme, un esprit qui nous habite, ou est-ce que tu penses qu'on est juste un corps qui vient de la terre, qui revient à la terre, est-ce que quelque chose se passe? Ouais, moi j'ai envie de croire à ça, à l'âme. Ouais. Enfin, typiquement parce que t'as des gens proches qui disparaissent. Et puis, je trouve c'est flippant de te dire qu'en fait, il y a rien, ils sont nulle part. Ouais. On se retrouvera pas. Typiquement, il y a plein de gens que j'ai envie de retrouver. Mais oui, donc vis-à-vis de ça, ouais, je pense que c'est beaucoup plus facile. Et puis, à part ça, moi, je trouve qu'il y a un nombre de connexions qu'on peut expérimenter quasiment tous les jours si t'es un petit peu, sensible, si tu te laisses aller à ce genre de perception, tu sais, ou quand tu crois voir quelqu'un, et tu croises la personne en question 1 demi-heure, 2 heures, 3 heures après, tu peux juste dire, ah tiens, j'ai croisé tel et tel. Si tu as la perception de te dire, mais en fait, dans la matinée, semblais l'avoir vu. Je me suis dit, ah tiens, tel et tel, que je vois une fois toutes les morts de pape. Voilà, moi ça, je sais que je suis très 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 sensible à ça. Enfin, très sensible à ça. Ça arrive aussi avec le téléphone, des fois. Ah, bien sûr. J'ai des impressions de déjà vu. Toi, typiquement, l'expérience de déjà vu, je m'en fais pas une par semaine, mais quasiment. Et chaque fois, je sais, je me dis, ok, tiens, j'ai eu ma petite, mon petit machin. Et puis, t'as pas forcément à te dire, parce que j'ai vécu cette scène. Non, c'est juste ces perceptions de déjà vu, en fait. Mais ouais, vis-à-vis de ce genre de truc, oui, ça, moi, j'y crois. Plein de petites anecdotes là-dessus où tu te dis mais c'est pas possible. La dernière en date, enfin c'est rigolo. Je vais dans une pharmacie, on discute 2 secondes parce que j'ai un ancien voisin qui est venu me voir et puis voilà, qui me parle de sa maman que je voyais dans l'appartement dans lequel j'habitais à 25 ans. Et puis sa maman est toujours en vie. Et j'étais là, mais attends, quel âge elle a? 99 ans. Enfin bref. Plus tard dans l'après-midi, je vais dans cette pharmacie, je discute avec le pharmacien. Et puis on commence à parler justement de ces vieux.
en lui disant, bah tiens, il y a le fils d'une de mes anciennes voisines qui est venu, elle est toujours en vie, 99 ans. Ah bah tiens, bah, vous vous rendez compte, mon papa est décédé à 102 ans, puis ça, bah tiens, mon grand-père a 101 ans. Mais si ça se trouve, ils étaient contemporains, à peu de choses près. Ouais. Qui me dit, oui, il était au Conseil d'État, tel et tel, ah bah tiens, le mien, blabla, tel et tel, on commence à discuter, puis voilà. Donc je me retrouve ce soir-là à parler de mon grand-père. Ouais. Et puis pendant 5 minutes, on essaie un petit peu de faire le rapprochement entre les différents... voilà, les différents événements des aïeux respectifs, en sortant de chez le pharmacien, donc mon grand-papa est mort il y a 10 ans, en sortant de chez ce pharmacien, il y a une petite voiture rouge avec une galerie sur le toit, qui passe juste devant, là, sur le boulevard James Fazy, au ralenti, avec un petit vieux, comme ça au volant, avec les cheveux ébouriffés, blancs, avec une petite mamie juste à côté, c'est inconscient dans son siège, avec ses cheveux blancs, elle sortait à peine de la fenêtre, petite voiture qui passe au ralenti. Je la vois passer. Derrière, il y avait le petit autocollant bleu handicapé. Exactement la bagnole de mes grands-parents. Ouais. Mais vraiment, la galerie, la petite Nissan, petite Nissan rouge, avec le petit autocollant bleu derrière. Tu sais, j'ai eu les 5 minutes qui ont séparé la pharmacie à la gare, j'étais pris d'émotion. Ah oui, c'est fou. Donc ouais, ça c'est le genre de truc, je pense, si tu as cette perception, tu peux vivre ça hyper souvent. Moi, je crois que les gens ont fait l'erreur de croire que la foi était quelque chose d'uniquement religieux, en fait. Ah. On a tous quelque chose depuis le début, puis on ne nous élève pas avec ça. On pense qu'on doit vraiment utiliser ça uniquement, quoi. Bon, nous qui sommes musiciens, c'est clair qu'on se nourrit, hein, j'entends. C'est sûr. Enfin, comme tu disais au début, effectivement, vibration, énergie. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment, enfin voilà, c'est un des plus beaux trucs que quelqu'un puisse faire, hein, l'art, peinture. Toute forme d'art, oui, c'est sûr. Ouais. Après, c'est quelque chose qu'on va discuter aussi sur cette chaîne, cette différence fréquentielle des arts justement un peu plus occultes. Au niveau musical, donc le métal et des choses un peu plus... Ouais. Et puis d'autres sphères un peu plus... je sais pas comment expliquer. Bon, on parlera de bluegrass. Ben oui, exactement. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir joué le jeu. Je sais pas combien de temps on a discuté, c'était un bon moment. Ouais, je sais pas. Mais ça m'a fait très plaisir. 29 degrés. Non, 28. Ouais, tu vas pouvoir remettre la clim. Ouais. D'avoir découvert ton parcours et tout. Je vais faire quelques images du shop. Ouais, je l'ai fait. Très volontiers. Merci. Avec plaisir. Ouais, merci Mouja, c'est très chouette. Voilà, donc pour clore tout ça, c'était un super épisode. Je remercie Olivier, je remercie Jérémy, je remercie Lead Music m'avoir permis de venir filmer chez eux. Vous avez vu des images défiler du shop, allez le voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il a souvent des instruments de tous les ranges, vraiment des trucs vraiment très vintage qui peuvent vraiment intéresser les collectionneurs, et aussi des trucs entrée de prix mais vraiment solides. Ils font un service après-vente absolument génial. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais une Jazzmaster et quelques guitares assez récalcitrantes que j'avais achetées chez lui, et je lui ai à chaque fois ramené, chaque fois ils m'ont fait un réglage top. Ici, dans le magasin même, sans avoir forcément besoin d'envoyer chez un luthier, ce qui est vraiment super. Ils assurent, vraiment, ils cartonnent, je les adore. Et je leur envoie tout mon amour et je les embrasse bien fort. Rock on, les gars.